D'où vient la décomposition morale hallucinante que nous traversons aujourd'hui? Les guerres, les massacres et les violences ont toujours existé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est une dialectique d'impunité où le plus fort ne se justifie même plus. Ce qui est nouveau, c'est qu'on tue femmes et enfants de manière la plus abjecte, mais avec le sourire aux lèvres. Face à cette désintégration morale, le premier lieu de résistance se situe dans nos têtes. Aucun être humain, normal en tout cas, ne peut accepter qu'on tue des civils innocents sans sourciller, peu importe la nationalité et l'origine des gens. Un être humain est un être humain, c'est tout. Nous sommes donc en face d'une agression psychique et morale qu'il faut combattre, sinon notre propre mental sera contaminé, infecté par des esprits malades et leurs porte-parole qui prolifèrent dans les médias mainstream. Il devient donc essentiel de protéger notre santé mentale et notre capacité de jugement dans cet environnement pathogène. Pour vous donner une analogie, prenez un être humain normal et tout à fait sain d'esprit et enfermez-le quelque temps dans une prison avec des criminels, des violeurs ou des tueurs. Vous verrez que notre bonhomme ne sortira pas indemne mentalement de cette histoire. C'est un peu ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes incarcérés dans une prison informationnelle au milieu des criminels médiatiques. Et si on se laisse faire, on n'en sortira pas indemne. Pour vous donner un peu plus de contexte, disons qu'il y a encore quelques années, le mensonge et la violence étaient plus ou moins enveloppés dans les discours symboliques. Il y avait un effort pour maquiller les méfaits subis par des individus ou par les peuples, alors qu'aujourd'hui, le mensonge, la manipulation et l'injustice se prononcent ouvertement, droit dans nos yeux, si bien qu'on reste ébahi, on est comme un peu paralysé tellement c'est énorme. Autrement dit, il y a encore quelques années, symboliquement parlant, le diable avançait masqué. Et cet effort pour se cacher avait même quelque chose de sain parce que ça nous obligeait à réfléchir, à comprendre les pièges et à essayer de trouver des solutions. Regardez par exemple un reportage animalier. Quand le lion chasse en se cachant dans les buissons, ça oblige les proies d'être particulièrement vigilants et de se barrer au moindre signal d'alerte. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation comme si le lion avançait tranquillement sans se cacher parce que les proies se trouvent piégées contre un précipice, vous voyez, quelque chose comme ça, et les proies sont complètement effarées, paralysées. Les injustices et les mensonges en ce moment sont servis avec une telle propagande et dans un tel climat de censure qu'on se sent un peu comme ces proies coincées entre le lion et le précipice. Eh bien, cette situation provoque un sentiment étrange, un sentiment que nous ressentons profondément dans notre quotidien sans pouvoir mettre un mot dessus. C'est-à-dire que ni le langage courant, ni les sciences politiques, ni la sociologie, ni la psychologie n'arrivent à caractériser ce malaise. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour essayer de mettre des mots sur ce délire dans lequel on est entré, dans le but d'y voir un peu plus clair et de résister dans notre existence sociale. Face à cette situation, bien sûr, il ne faut pas se mettre stérilement en colère. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas être non plus désespéré ou déprimé. Il faut rester ferme et cultiver sa force d'âme en regardant la situation de l'extérieur. C'est la meilleure façon de mettre des mots sur le délire que nous traversons. Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder les choses de l'extérieur pour sortir un peu de ce délire et ne pas être enfermé dans l'angoisse de vivre dans un monde autoritaire et absurde. Cet univers délirant est dû à une multitude de facteurs comme l'économie, la géopolitique ou l'idéologie. Mais dans cette vidéo, nous ferons un zoom uniquement sur un seul facteur qui est le facteur psychologique. Nous prenons comme hypothèse que le facteur majeur derrière un comportement criminel, eh bien, c'est le criminel lui-même, tout simplement. Alors, bien sûr, on peut dire que tel ou tel homme politique agit en criminel à cause de la géopolitique, à cause de ses intérêts nationaux ou à cause de l'économie. Nous, notre hypothèse ici, c'est que si un homme politique agit en criminel, eh bien parce que c'est un criminel, tout bêtement. Et donc nous allons voir comment cette criminalité sans complexe est en train de contaminer notre santé mentale à nous, les citoyens ordinaires. Ces agents sociaux malades ou pathétiques ou pathogènes, je ne sais pas trop comment qualifier,
C'est ce qu'on a désigné dans cette vidéo sous le terme des enfants de pute. Alors, d'avance, pardon pour ce gros mot, mais vous allez voir que c'est symbolique. Donc, pardonnez-moi pour ces gros mots-là que je vais prononcer tout au long de la vidéo, mais ça vient en fait d'une symbolique biblique. J'aurais pu dire aussi enfant de prostituée, mais par les temps qui courent, enfant de pute, ça fait du bien. Comme vous savez, sur cette chaîne, on travaille sur des symboles religieux et il y a deux symboles bibliques extrêmement puissants que sont justement la prostituée d'un côté et la veuve et son enfant de l'autre. Je vais détailler ces symboles plus loin, mais en gros, d'un côté, on a le symbole des enfants de la veuve qui représente les chercheurs de vérité. Pour l'instant, retenez juste ça, hein. Un enfant de la veuve, c'est quelqu'un qui est régi par la vérité et non par son ego. Et comme dans cette vidéo, on va étudier des criminels qui sont des gens de nature exactement opposée à ces enfants de la veuve, on les a appelés les enfants de pute. On les a pas appelés encore une fois comme ça pour être désinvoltes, non, là aussi on utilise un symbole biblique qui est le symbole de la prostituée. C'est quoi? Une prostituée, c'est une figure biblique chargée de sens que nous allons étudier encore une fois pour mieux comprendre la situation bizarre que nous traversons d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire d'un point de vue de comportement humain. Donc, je résume l'objet de cette vidéo. D'un côté, on parlera des enfants de pute qui désignent des acteurs pathologiques qui œuvrent dans la politique, dans l'économie ou dans les médias. Et d'un autre côté, on parlera des enfants de la veuve pour parler des gens qui veulent résister au moins dans leur tête à ces enfants de pute. Et je vais utiliser la culture initiatique et les outils que vous avez déjà sur notre chaîne pour essayer de produire une armature mentale face à l'assaut de ces agents pathologiques. Alors attention, ce travail est un essai. J'essaie de comprendre au même titre que vous, en tant que non-spécialiste et citoyen lambda. D'autant plus que ce sujet est en dehors de la spécialité de notre chaîne. Cette vidéo est donc un travail expérimental, puisque la force de notre chaîne n'est pas dans ce genre de sujet. Soyez donc indulgents et ne prenez pas tout ça à la lettre, mais plutôt comme un brouillon qui doit être corrigé et enrichi par vos commentaires. Et donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Par contre, vu le sujet, tous les commentaires non respectueux et non constructifs seront supprimés. En gros, il n'y a que moi qui ai le droit de dire des gros mots, pas vous. Voilà. Sur cette chaîne, vous savez, nous aspirons à être des chercheurs de vérité, alors nous allons tous réagir en tant que tels, en tant que chercheurs de vérité, et donc soyons constructifs. Alors, tout d'abord, on va parler de cette symbolique de la prostituée et de la veuve dans la Bible. Ceux qui suivent notre chaîne savent que, symboliquement parlant, dans la Bible, une figure féminine représente le mental humain. Si vous voulez savoir d'où je sors ça, regardez nos autres vidéos, vous allez comprendre. Et dans la Bible, il y a plusieurs types de figures féminines, comme la Vierge, la veuve ou la prostituée. Sur cette chaîne, il y a plein de vidéos qui vous expliquent tout ça dans le détail, mais je vais quand même donner un petit résumé de ces symboles féminins. Alors, la Vierge représente symboliquement un mental pur qui donne naissance à l'Esprit divin, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le Christ ou le Logos ou la vérité. Retenez juste qu'un mental pur, c'est-à-dire purifié de son ego, c'est ça un mental pur, eh bien ce mental pur donne naissance à la vérité. Ensuite, vous avez la figure de la veuve. La veuve représente un mental qui est séparé de son époux, qui est l'Esprit divin, symboliquement le Père, c'est-à-dire là aussi la vérité. Donc, comme vous savez, Dieu et la vérité, c'est exactement la même chose dans les cultures initiatiques. Et dans la Bible, la figure de la veuve donne naissance à un enfant malade ou même mort. C'est-à-dire que le fruit d'un mental séparé de la vérité est un fruit mort ou malade, c'est-à-dire un esprit mutilé ou carrément éteint. Et enfin, il y a la figure de la prostituée qui représente un mental qui se donne au monde de la multitude matérielle. D'où le symbole de la prostituée qui se laisse pénétrer par la multitude. Mais la multitude de quoi? De perceptions, de pensées et des émotions. C'est-à-dire par le monde éparse de l'ego. Une prostituée représente donc un mental égotique, c'est-à-dire régi par ses perceptions et par ses illusions à la fois individuelles, mais aussi sociales. Et tandis que la veuve donne naissance à un enfant malade ou mort, mais qui sera ressuscité par le Christ, c'est-à-dire par la vérité,
La figure de la prostituée donne naissance à qui? À des fils de pute. Voilà, c'est-à-dire à des esprits entièrement sous domination égotique. Et c'est ces gens-là qu'on va étudier aujourd'hui, dans cette vidéo. Alors, pour développer un peu plus ce concept de prostituée et de ses enfants, je vais vous parler d'un mythe populaire qui est le mythe des vampires. Dans la culture populaire, ce type de profil mental est décrit dans le mythe des vampires. Nous avons déjà fait une petite vidéo sur le mythe des vampires il y a quelques années. Le lien est en bas. Je reprends un petit peu tout ça. Alors, le mythe des vampires ne parle pas des créatures qui ont existé et qui existeraient quelque part dans les Carpates, mais comme dans tous les mythes, ces créatures symbolisent quelque chose d'actuel. Un vampire symbolise un type de psychisme bien spécifique. Pour donner des indices, ce sont des individus qui sont très présents au niveau de la politique et du business. Alors, de quel type de gens parle le mythe des vampires? Alors, imaginez par exemple un petit enfant blessé et perdu dans la rue qui pleure en réclamant sa maman. Un individu normal est instinctivement frappé par cette scène. Il est pris de sollicitude et d'un sentiment de compassion pour le petit enfant et il va tout faire pour l'aider. Imaginez la même scène, mais avec une personne qui dans son cœur ne ressent absolument rien. Aucun sentiment de compassion, de sympathie ou de responsabilité vis-à-vis du petit enfant blessé qui pleure. Rien. Il ne se passe absolument rien au niveau de ses émotions. Comme s'il y avait un trou dans sa tête ou dans son cœur qui le laissait imperméable à la scène. Ce type particulier d'individu est appelé psychopathe par les psychologues et ce sont les psychopathes qui sont décrits par le mythe des vampires. Alors, pourquoi les hommes ont-ils créé un mythe autour de ce profil psychique? Parce que c'est un phénomène tellement étrange, tellement incompréhensible pour un individu normal, que ça peut s'expliquer qu'à travers des paraboles ou des mythes. La fonction d'un mythe ou d'une parabole est de décrire quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des mots. C'est pour ça que la spiritualité est truffée de mythes et de paraboles, parce qu'on ne peut pas décrire l'esprit ou la conscience avec des mots. Alors, c'est quoi exactement un psychopathe? Il y a une psychiatre du nom de Martha Stout qui a décrit ce phénomène de la façon suivante. Écoutez un extrait de son livre qui s'appelle The Sociopath Next Door. Écoutez un extrait. Imaginez n'avoir aucun sentiment de culpabilité ou de remords. Aucun souci des autres qui vous empêche d'agir. Aucun souci dans ce que vous faites, non seulement aux gens que vous ne connaissez pas, mais même aux amis et aux membres de votre propre famille. Imaginez que vous n'avez jamais éprouvé de honte, jamais. Imaginez que le concept de responsabilité vous était complètement inconnu. D'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi les autres acceptent des responsabilités, comme de pauvres imbéciles. Ajoutez maintenant à cet étrange fantasme la faculté de cacher aux autres que votre psychologie est radicalement différente de la leur. Donc vous pouvez dissimuler votre état sans problème. Dans vos veines, c'est de l'eau glacée qui coule. Et cela est tellement bizarre pour les gens, tellement en dehors de leur expérience personnelle, qu'ils ne parviennent même pas à soupçonner votre état. Qu'est-ce que vous allez faire de votre énorme avantage secret et votre handicap qui est l'absence d'empathie pour les autres? Vous voyez, c'est un état fou et effrayant, et pourtant réel chez environ 4% de la population. Les individus psychopathes qui constituent ces 4% pèsent sur nos relations, notre travail, nos comptes bancaires, notre confiance en nous, notre paix et notre survie même. Alors, regardons maintenant comment le mythe des vampires illustre ce type d'individus. Ce sont des prédateurs qui se nourrissent des humains, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent boire que le sang et ne peuvent pas manger une nourriture normale. Ça veut dire que les psychopathes ne sont pas capables de gagner leur pain de manière autonome. Ce sont des prédateurs qui vivent en parasitant la société productive. Ce sont des parasites en fait, c'est pas des gens qui produisent. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit avec leurs 10 doigts. Mais ils vivent en parasitant et surtout dans des très hauts niveaux. Par exemple, professionnellement, c'est des gens plutôt médiocres, mais qui arrivent à occuper des postes importants à force d'imposture, d'intrigue et de coups de coude. Alors, parce que les gens normaux, ils passent leur temps à bosser, ils ont autre chose à foutre que de faire des intrigues, alors que ces gens-là, ils savent faire que ça. Les vampires vivent durant la nuit, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le mensonge. Ils vivent dans l'obscurité de la nuit. Et ils meurent au contact de la lumière, c'est-à-dire qu'ils meurent au contact de la vérité. La lumière du jour, c'est la vérité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas survivre dans le réel. C'est pour ça qu'ils génèrent autour d'eux constamment des histoires et des mensonges pour manipuler les gens. Ils n'ont pas de reflet dans un miroir, c'est-à-dire que leur véritable être est dissimulé. On ne peut pas voir qui ils sont réellement. Ils sont riches, ils attirent le matériel à eux parce qu'ils n'ont aucun scrupule. Donc, ils ont des facilités pour grimper l'échelle sociale et voler, gagner de l'argent. Ils sont capables aussi de voler physiquement, avec des ailes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à la terre. C'est-à-dire qu'ils sont capables quand même de spiritualité, mais dans le sens ténébreux. C'est-à-dire qu'ils ont une spiritualité, oui, mais c'est une spiritualité diabolique. Ils détestent les gousses d'ail, c'est-à-dire qu'ils ne sentent pas mauvais de la bouche. Leurs paroles sont attirantes, ce sont des séducteurs. Et pour finir, la seule manière de les éliminer est de planter une croix dans leur cœur, c'est-à-dire de faire entrer l'amour dans leur être. Et donc voilà le portrait psychique et symbolique de ce type d'individu qu'on retrouve au sommet du pouvoir. Alors attention, je ne dis pas que tous les puissants sont des psychopathes, mais je dis que tous les criminels puissants sont des psychopathes. Vous voyez, c'est pas la même chose. Mais là, vous me direz, c'est nul ce que tu nous dis. De toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est toujours symboliquement les vampires ou symboliquement les enfants de pute qui ont gouverné le monde. Rien de nouveau là-dedans. C'est vrai, rien de nouveau de ce côté-là. Par contre, ce qui est nouveau aujourd'hui, et ça n'a jamais été comme ça, c'est que ces gens-là avancent désormais sans masque. Ça veut dire quoi? Reprenons le mythe des vampires pour que je vous explique un petit peu ma pensée. Dans le mythe des vampires, Dracula dort tranquillement dans son château durant le jour et sort chasser la nuit. C'est-à-dire que le vampire agit dans l'obscurité et les villageois vivent dans leur village tant bien que mal durant la journée. Mais c'est pendant la nuit qu'ils sont emmerdés par les vampires. C'est-à-dire que les villageois, pour eux, la vie continue tant bien que mal sous la lumière du jour. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? C'est quoi le problème nouveau dont je vous parle? Le problème dont je vous parle, c'est que maintenant, symboliquement parlant, Dracula sort en plein jour. Il n'est plus détruit par la lumière. Il est immunisé par rapport à la lumière et donc sort de son château quand il veut et vient boire le sang des villageois quand bon lui semble. Et donc, les villageois ne sont même plus tranquilles sous la lumière du jour. Symboliquement parlant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la lumière, c'est-à-dire la vérité, n'arrête plus les vampires, c'est-à-dire les psychopathes qui évoluent dans les cercles du pouvoir. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Avant, il suffisait qu'il y ait un journaliste qui découvre un abus de pouvoir, même chez le président des États-Unis, pour que le président donne aussitôt sa démission, comme l'a fait le président Nixon par exemple. C'est-à-dire qu'avant, même l'homme le plus puissant du monde, qui était le président des États-Unis, était tenu par le masque de la moralité. Et s'il se faisait démasquer, il était mort. Vous avez vu la gueule du président des États-Unis aujourd'hui? Regardez sa gueule, voilà. Vous voyez là le problème dont je vous parle? Le diable n'avance plus masqué. Et quand les responsables politiques ne respectent même pas les apparences de la morale, alors, qu'est-ce qui devient la règle? C'est le rapport de force. Là où il n'y a plus de morale, seul compte la force. Maintenant, alors nous, en tant que citoyens lambda, comment nous, on peut agir sur ces rapports de force? Eh bien, la logique de puissance contient d'un côté la puissance pure, par exemple l'armée, la police, l'économie, les ressources, etc. Mais il y a aussi d'autres facteurs indirects, comme la circulation des idées dans une société, c'est-à-dire une certaine subjectivité de la part des individus. Et donc, une des façons de résister est que chacun renforce sa subjectivité dans la société. Ça veut dire que chacun doit renforcer sa manière de voir le monde, et c'est ça qui augmente la puissance de la société civile. Chaque membre de la société civile doit donc construire sa propre pensée dans le but d'augmenter la dose de subjectivité dans les rapports de force. Pour vous donner un schéma,
il est facile d'exploiter un troupeau de moutons enfermé dans une bergerie, mais il est beaucoup plus difficile d'exploiter un troupeau de mouflons sauvages qui vivent dans les hautes montagnes. Vous voyez, c'est un petit peu ça le schéma symbolique. D'où le titre de cette vidéo, pour combattre les enfants de pute, il faut devenir un enfant de la veuve. Pour rappel, un enfant de la veuve symbolise un chercheur de vérité. Alors, comment faire concrètement ? Pour devenir un enfant de la veuve, c'est-à-dire un chercheur de vérité qui construit sa propre pensée, il faut d'abord éviter d'être passif sur Internet. C'est bête que je suis en train de vous dire là, mais je pense que vous le savez tous, mais bon, certains n'ont pas peut-être formalisé dans leur esprit. Ça veut dire que les gens passifs sur Internet ont principalement accès à l'information qui correspond à leur profil. Ça veut dire que Internet segmente l'information en fonction des profils, ce qui communautarise les gens. Je répète, les gens passifs sur Internet ont accès à un univers d'information qui correspond à leur profil et c'est ça qui les communautarise. Regardez par exemple Netflix, je vous donne juste un exemple. Quand vous regardez la page d'accueil de Netflix, les films que vous voyez sont affichés en fonction de votre profil. Une gamine de 14 ans ne va pas avoir le même univers de film qu'un vieux retraité de 70 ans. Donc, chaque individu passif, c'est-à-dire un individu qui ne cherche pas activement l'information, va s'enfoncer dans un univers informationnel adapté à son profil et devient de plus en plus communautaire, donc de plus en plus régressif dans sa tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne cherchez pas activement des informations avec des mots-clés qui ne sont pas vos mots-clés habituels, alors vous allez vous retrouver dans un univers sémantique conforme à votre profil. Alors, évidemment, la situation change si vous savez quelle est exactement l'information que vous cherchez, d'où l'importance des mots-clés qui ne sont pas dans votre univers. Dans ce cas, vous lancez une recherche d'information active pour comprendre un sujet selon plusieurs perspectives, même si c'est des perspectives qui ne vous plaisent pas. Et c'est comme ça que vous pouvez construire petit à petit un univers mental le plus objectif possible, c'est-à-dire un univers mental propre et sain, c'est-à-dire augmenter votre manière, la puissance de votre manière de voir le monde, c'est-à-dire augmenter votre subjectivité dans la société et augmenter la puissance de la société civile. Voilà. Dans le cas contraire, on va entrer dans un univers mental altéré, communautaire et déviant. Par exemple, c'est comme ça que les gens d'ordinaire tout à fait normaux et bons pères de famille deviennent carrément psychopathes sur certains sujets et acceptent, par exemple, sans problème, qu'on massacre les femmes et les enfants qui sont en dehors de leur univers mental et de leur communauté. C'est parce que c'est comme ça qu'on déshumanise certains humains. C'est le communautarisme, vous voyez. Et pour revenir à la recherche d'information, cette recherche active et objective de la vérité, c'est ce qui constitue la base même de la spiritualité. Les gens qui recherchent la vérité, on les appelle les enfants de la veuve dans la tradition initiatique. Je répète encore, cette symbolique de l'enfant de la veuve, je vais expliquer un petit peu plus pour ceux qui ne suivent pas nos vidéos, ceux qui ne sont pas familiers avec notre chaîne, ou alors même une piqûre de rappel pour ceux qui sont déjà abonnés. Dans les textes sacrés bibliques ou coraniques, c'est-à-dire dans les traditions abrahamiques, la figure féminine représente le mental humain. Attention, je ne parle pas des femmes, mais de l'archétype féminin. Et le mental, c'est quoi ? Le mental humain, c'est quoi ? C'est l'ensemble de nos perceptions, de nos pensées et de nos émotions. C'est ça, le mental humain, et qui est représenté par l'archétype féminin. Et l'archétype masculin, parfois symbolisé par un fils, parfois par un père, ça représente l'esprit ou la conscience ou la vie ou l'intelligence. C'est-à-dire que le symbole du père, par exemple, représente l'esprit universel, ou le Saint-Esprit chez les chrétiens, et le symbole du fils représente un bout de l'esprit universel dans l'homme. On appelle ça aussi le fils de l'homme. Et un fils, c'est quoi ? C'est donc le germe de l'esprit universel dans le mental d'un individu. C'est ça le fils. C'est un bout de l'esprit divin, si vous voulez, en vous. Et donc je rappelle que ce mental humain est symbolisé par une figure féminine. Donc, votre spiritualité,
c'est-à-dire l'esprit en vous, c'est-à-dire symboliquement le Fils, sa nature dépend de la femme qui le met au monde. C'est-à-dire sa nature dépend de votre mental à vous. Et dans la Bible, les archétypes féminins, c'est soit une vierge, soit une veuve, soit une prostituée. Entre autres, il y en a d'autres. Alors c'est quoi tout ça? La veuve représente le mental humain coupé de son époux, qui est l'esprit universel, c'est-à-dire Dieu ou la réalité. Dans les traditions initiatiques, Dieu ou la réalité, c'est exactement la même chose. C'est pour ça, par exemple, que dans le Nouveau Testament, la veuve se retrouve soit avec un fils malade, soit avec un fils carrément mort. C'est-à-dire, un mental coupé de la réalité est un mental dont l'esprit est malade ou mort. Nous sommes donc, comme cette veuve, on est coupé de la réalité. En revanche, l'esprit en nous, le Fils, qui est soit malade, soit mort, peut être ressuscité par la figure du Christ ou du Logos, qui symbolise quoi? Qui symbolise la vérité ou la réalité, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un esprit en nous capable de nous connecter à la réalité. Et c'est ça qu'on appelle l'enfant de la veuve. Et ce sont les fils de la veuve ou les enfants de la veuve qui sont capables de combattre les fils de pute. Rappelez-vous du symbole de la prostituée. Une prostituée symbolise un mental qui se donne à la multitude du monde matériel rempli d'erreurs et d'illusions. Ça veut dire que le fils de pute symbolise un esprit qui est coincé dans un mental rempli de mensonges, d'erreurs et d'illusions. Donc, il faut que nous devenions les enfants de la veuve autant que nous le pouvons. Alors, il ne s'agit pas d'un luxe ou d'un passe-temps, il y va de notre hygiène mentale, voire de notre survie en ce moment. Je plaisante pas, peut-être pas en ce moment, peut-être dans 10, 20, 30 ans, ou peut-être pour nos enfants. D'ailleurs, il y a une devise initiatique que je trouve particulièrement adaptée à l'époque que nous traversons, qui est une époque absolument pivot, une époque centrale, on ne s'en rend pas compte, mais il se passe quelque chose d'énorme. Cette devise initiatique, c'est quoi? C'est voir ou périr. Voir ou périr, nous en sommes là. Et pour voir et ne pas périr, nous devons transformer notre mental qui est par défaut dans un état de prostituée, c'est-à-dire un mental qui se laisse pénétrer par la multitude des erreurs et des illusions venant des conditionnements sociaux et venant aussi de notre propre ego. Alors, comment faire? Comment faire pour devenir un enfant de la veuve? Eh bien, sur cette chaîne, on a mis à vos dispositions une multitude d'outils et de concepts pour vous aider à faire ça. Et dans cette vidéo, je vais prendre l'un des outils que vous retrouvez sur cette chaîne qui s'appelle Spiral Dynamics ou la dynamique spirale. Le lien est en bas de cette vidéo. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un modèle qui explique comment les gens pensent et s'organisent en société. Alors, c'est juste un modèle. C'est quoi ce modèle? C'est une échelle de couleurs où chaque couleur désigne un certain niveau de conscience des gens. Alors, les couleurs ne veulent rien dire en soi. C'est juste des codes couleurs pour expliquer l'évolution mentale des gens dans une société. C'est donc une échelle qui symbolise l'évolution mentale des gens dans une société du bas de l'échelle vers le haut. Donc, c'est une échelle progressive. En bas de l'échelle, vous avez la couleur pourpre qui représente une mentalité, on va dire, tribale. Ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui, sauf dans certains pays. La mentalité tribale veut dire que les égos individuels se fondent dans un ego collectif. Ça veut dire que c'est pas moi qui compte, mais ma tribu. Bon, ça n'existe pratiquement plus. Ensuite, il y a la couleur rouge qui représente une mentalité individuelle, égotique, brutale. En gros, c'est la mentalité dans les endroits où il ne fait pas bon vivre. Par exemple, dans un milieu carcéral, ou dans un pays en guerre civile, ou dans les favelas très craignos, etc. Tout ce qui compte, c'est moi. Les autres sont des ennemis potentiels, tout le monde, même les gens de ma famille. Et je ne comprends que le langage de force. Ensuite, après, vous avez la couleur bleue qui représente une mentalité ethnique. C'est le nationalisme,
suprémacisme, le racisme, le club de footisme, quand un individu appartient à quelque chose de plus grand que lui. Voilà. C'est-à-dire que je fais partie d'un collectif supérieur aux autres. Mon collectif à moi est supérieur aux autres. Ici, on retrouve par exemple les fanatiques religieux ou les nationalistes extrêmes. Après, vous avez la couleur orange qui représente une mentalité raisonnable, mais axée uniquement sur le matériel. C'est le libéralisme, par exemple, où tout est business, tout est profit. On ne se préoccupe pas trop de la morale. Vous voyez, tout ce qui compte, c'est moi et ce que je possède. C'est-à-dire qu'à ce stade, l'ego est roi dans le sens purement matériel. Ensuite, il y a la couleur verte, où on trouve des gens beaucoup plus progressistes et qui pensent aussi aux autres. C'est une mentalité où on se sent faire partie d'un tout. C'est par exemple l'écologisme, le socialisme, ou les courants un peu hipster, un peu new age, ce genre de choses. Alors, à partir de la couleur verte, on passe une frontière. C'est-à-dire que les deux couleurs les plus hautes, les couleurs jaune et turquoise, sont fondamentalement différentes des autres. Les gens faisant partie de ces deux couleurs, jaune et turquoise, sont fondamentalement différents des autres dans le sens où leur rapport à l'ego est très différent. Si vous regardez les couches inférieures, vous voyez que on bascule à chaque couche entre un ego collectif et un ego individuel. Le pourpre, c'est un ego collectif tribal. Le rouge, c'est un ego individuel de type mafieux. Le bleu, c'est un ego collectif de type nationaliste. L'orange, c'est un ego individuel de type businessman. Et le vert, c'est un ego collectif de type la mère nature et tout ça. Mais quand on dépasse la couche verte, on met carrément de côté la notion de l'ego. Les couleurs jaune et turquoise représentent des gens dont la pensée ne tourne ni autour de leur propre ego, ni autour d'un ego collectif. Pour faire simple, la couche jaune, c'est une mentalité de type philosophique ou scientifique, et la couche turquoise, c'est une mentalité de type mystique. Et ce sont ces deux mentalités-là qu'on a appelées les enfants de la veuve dans cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail tout ça. Alors, la couleur jaune, c'est quoi? La couleur jaune représente une mentalité systémique. C'est-à-dire que la personne qui est à ce niveau-là, elle ne raisonne plus en fonction d'un ego quelconque, qu'il soit collectif ou individuel, mais elle raisonne en termes de système. C'est-à-dire qu'au niveau jaune, on n'essaye pas d'appréhender des choses, mais les rapports entre les choses. C'est ça la pensée systémique. Et au-dessus de la couleur jaune, il y a la couleur turquoise qui désigne des individus spirituellement éveillés. Alors, c'est quoi un individu spirituellement éveillé? C'est quelqu'un qui a compris que les choses et les rapports entre les choses ne sont des manifestations que d'une seule chose, ou d'une seule substance, si vous voulez. Et cette substance unique qui se manifeste par une infinité de choses et de relations entre les choses, cette substance unique s'appelle la conscience, ou la vérité, ou Dieu, ou la vie, appelez ça comme vous voulez. Et pourquoi je vous parle de ce modèle? Parce que pour naviguer dans le bordel ambiant, une des solutions pour conserver son hygiène mentale est d'essayer de penser comme des gens qui appartiennent au moins à la couche jaune de ce modèle. La couche turquoise, c'est un peu inaccessible, on va dire. Je rappelle que la couche jaune représente une pensée systémique, c'est-à-dire ne pas voir les choses, mais les rapports entre les choses. Donc, l'antidote spirituel qui consiste à devenir un enfant de la veuve, un chercheur de vérité, c'est essayer de vivre au moins au niveau jaune, c'est-à-dire d'avoir une pensée systémique. Si vous arrivez au niveau turquoise, évidemment c'est encore mieux, mais ce niveau-là est très rare d'accès. Peu de gens y arrivent, mais le niveau jaune est accessible à tout le monde. Si on fait l'effort, bien sûr, de vouloir y accéder. Par exemple, beaucoup de jeunes gens, dans les pays développés surtout, sont au niveau vert. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles à l'écologie, ils sont très sensibles à la justice, à l'égalité sociale, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si les jeunes restent à ce niveau vert, ils ne seront pas les enfants de la veuve dont on parle. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent en fonction d'un ego collectif. Et cet ego collectif, qui par exemple, la mère nature, c'est quand même un ego
mutilé et pas universel. Je m'explique. Quelqu'un qui est au niveau vert veut sauver par exemple les arbres, et c'est très bien. Hein, la forêt constitue un égo collectif qui contient tous les égos. Hein, c'est le poumon de la planète. Voilà, sinon on meurt, tout le monde meurt. Ok. Sauf que la nature dont il parle ne contient pas les égos des gens qui n'ont pas d'autre source de revenus que de couper les arbres. Vous voyez ? C'est-à-dire que leur nature représente un faux universel. C'est pas un tout, vous comprenez ? Ça reste un ego collectif, mais un ego collectif communautaire entre guillemets, vous voyez ? Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, le plastique dans les océans. C'est une vraie saloperie, il faut l'éliminer et c'est très bien. Bon, l'océan est censé être un ego collectif qui englobe tout le monde. Mais on fait quoi de l'écosystème du plastique qui fait vivre des millions de gens ailleurs, vous voyez ? Donc, vous voyez, au niveau vert, on voit des choses, mais on ne voit pas trop les relations entre toutes les choses. C'est ça qui est corrigé au niveau jaune avec une pensée systémique. Et en se faisant une idée systémique sur une situation, qu'est-ce qui se passe ? On se met à l'abri de la désinformation, de la propagande et de la haine stérile. C'est comme ça que l'enfant de la veuve tue l'enfant de pute, qu'il soit en nous ou en dehors de nous. Parce que l'enfant de pute, c'est une figure symbolique, ça peut être en nous, ça peut être en dehors de nous, vous comprenez ? Alors, je vais encore résumer cette mentalité jaune de la dynamique spirale. Je vais prendre l'exemple de cette vidéo. Par exemple, cette vidéo. Mon problème, c'était quoi ? Mon problème était de combattre le délitement moral actuel. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo ? Eh bien, j'ai essayé de mettre ce problème dans un système. C'est-à-dire de regarder les choses de l'extérieur pour voir les grandes briques du système et leur rapport. C'est ce qui permet de sortir du labyrinthe et de ne pas être enfermé dans l'angoisse de vivre dans un monde absurde. Donc, j'ai posé le problème dans un système avec plusieurs composantes. D'abord, la composante psychique, en parlant des psychopathes et du mythe des vampires. Ça, c'est la première composante. La seconde composante était la nouveauté de l'action des agents pathologiques qui agissent désormais sans masque. Ça, c'était la deuxième composante, c'est-à-dire que la généralisation de l'impunité et la neutralisation des concepts moraux. Ensuite, la troisième composante que j'ai trouvée est le danger de la segmentation croissante de l'Internet. En gros, si nous ne cherchons pas à nous informer activement, Internet nous communautarise et nous rend cons. Voilà. Et comment j'ai fait pour trouver ces composantes ? J'ai essayé d'utiliser une pensée systémique. Mais bon, encore une fois, ce travail, c'est juste un essai. Vous voyez, et d'ailleurs, peut-être que mon analyse est totalement fausse. Peut-être que là, je suis en train de dire n'importe quoi dans cette vidéo. Ce qui est important ici, c'est pas tellement le contenu de cette vidéo, mais la méthode que je vous présente. C'est-à-dire comment voir une situation de l'extérieur pour sauvegarder notre santé mentale. Et cette démarche systémique pour s'approcher de la réalité, cette démarche qui correspond au niveau jaune du modèle de la spirale dynamique, c'est ce que j'ai appelé être un enfant de la veuve, c'est-à-dire un esprit orphelin qui cherche à trouver son père, c'est-à-dire la vérité. Voilà pour ce travail que personnellement je trouve faible, tout simplement parce que c'est pas ma spécialité. Alors, vous pouvez me dire, t'as qu'à fermer ta gueule, si c'est pas ta spécialité, vous avez raison. Mais le but n'est pas tant de faire une analyse politique ou sociale que de vous montrer comment sauvegarder notre hygiène mentale dans cette période où les violeurs sont en train de nous violer tout en nous chantant une chanson d'amour, vous voyez. Et pour ça, j'ai juste essayé de mettre en pratique le principe spirituel fondamental qui est la recherche de la vérité. Vous savez, la seule chose solide, le roc sur lequel on peut planter notre tente, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les orages qui nous secouent, eh bien ce roc, c'est la recherche de la vérité. Et pour conclure, je vous laisse méditer cette magnifique parole de l'Évangile qui résume magistralement toutes mes contorsions verbales dans cette vidéo. Écoutez cet extrait de l'Évangile selon Matthieu. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande.